Je vais attaquer le webinaire, donc je vais juste moi couper ma caméra et partager mon écran, voilà, le temps de lancer le webinaire. Donc il y aura un temps d'échange à la fin, donc voilà, pas d'inquiétude, on vous redonnera les micros et vous pourrez participer, nous poser toutes les questions et on reviendra bien évidemment, s'il le faut, sur le PowerPoint. Toujours un petit délai, voilà, donc pour C'est que vous bon. puissiez, voilà, puissiez avoir le PowerPoint. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous parler plus particulièrement de votre participation en tant que formateur à un jury d'examen pour les certifications de la branche des services de l'automobile. Alors, comme je l'ai dit en préambule, si les caméras ne sont pas coupées, je vous remercie de bien vouloir les couper pour avoir un webinaire un petit peu plus fluide et le temps d'échange est bien prévu à l'issue et vous pourrez poser toutes les questions relatives soit au webinaire ou tout ce qui est du moins dans le domaine de compétences du service examen. Alors, je vous propose d'aborder un rappel sur les jurys d'examen, les rôles et les missions du formateur membre du jury, la conformité de l'examen, quelques cas concrets et enfin ce fameux temps d'échange. Et nous animerons à tour de rôle avec Agnès ce webinaire. Alors, moi, je vais déjà commencer donc par vous rappeler ce qu'est un jury d'examen, puisque de toute façon, ce sont simplement des rappels, hein. Vous trouverez toutes ces informations dans les guides du jury et dans les chartes d'organisation que vous avez à votre disposition tout au long, hein, des ouvertures de vos sessions. Alors, vas-y Muriel, tu peux changer. Alors, Mhm. le jury, il est composé de 3 membres, hein, pour les certifications de la branche des services de l'automobile. Donc, d'un représentant patronal, d'un représentant salarial et d'un formateur qui est du domaine. Alors, le représentant patronal, lui, est positionné par l'organisme de formation qui est affilié à une organisation patronale. Le représentant salarial, lui, il est désigné par la NFA et le formateur du domaine, alors il est désigné de 2 façons différentes. Pour les contrats en alternance, donc il est désigné par les échanges intercentres que vous avez dû recevoir donc pour les alternants sur le début de l'année. Et pour les autres contextes comme la formation continue, les demandeurs d'emploi, les POEC, là, c'est l'organisme de formation qui désigne le formateur, sachant que le formateur, bien sûr, ne doit pas connaître les candidats. Voilà. En cas d'absence d'un des représentants, soit patronal, soit salarial, le jury peut se tenir avec 2 des membres sur les 3. Mais par contre, le formateur, lui, est indispensable. Le rôle du jury, donc, est d'évaluer la maîtrise du métier correspondant à la certification visée par le candidat, à l'aide de l'entretien de narration d'activité ou d'un entretien de vente portant sur les compétences clés de la certification. Alors, je vous ai annoncé 3 membres du jury. Il y a malgré tout une petite différence pour les titres à finalité professionnelle FMESR donc pour lequel en fait le candidat rédige un dossier mémoire et qui sera du coup évalué par le jury final. Et ce jury est composé de 4 membres. Il y a donc le représentant patronal, le salarial et le formateur du domaine, mais ainsi qu'en plus un formateur mandaté par la NFA. Donc, mais c'est la seule particularité pour nos certifications. Ensuite, je vais vous parler des règles d'accès au jury. Alors, le jury reçoit tous les candidats dès lors qu'ils ont été évalués sur l'ensemble des blocs de compétences constituant la certification et qu'ils valident, selon la certification, un certain nombre de blocs de compétences. Alors, pour cela, vous pouvez vous référer à la fiche candidat dans SOFIA. Et donc là, par exemple, pour le carrossier peintre, il y a 11 blocs pour la certification et il faut qu'il ait validé les 6 blocs. Enfin, au moins 6 blocs. Mais par contre, il doit bien sûr être évalué sur tous les blocs de compétences. S'il y a un bloc sur lequel il n'a pas été évalué, il ne peut pas se présenter au jury.
Prendre la parole, on va voir plus particulièrement les rôles et les missions du formateur membre du jury, avec pour illustrer un extrait du guide du jury que vous aurez à votre disposition et que vous avez si vous êtes formateur membre du jury, mais que vous retrouvez également dans votre session sur laquelle vous êtes formateur. Le formateur membre du jury assure un rôle de coordination entre l'ensemble des membres du jury et un rôle d'interface administratif avec le service administration des examens et VAE. Alors, concrètement, quel est votre rôle dans le cadre de la coordination des membres du jury? Les membres du jury sont toujours convoqués une demi-heure avant le passage du premier candidat. Donc, globalement, sur une journée complète, vous êtes convoqué à 8 heures pour le premier passage du candidat à 8h30, en fonction du planning, bien évidemment. Durant ces 30 minutes, il va vous falloir balayer les documents qui sont mis à votre disposition, membres du jury. Vous y retrouverez donc le guide du jury qui fera partie de votre convocation, où il y a un rappel, entre autres, des compétences clés et des compétences à évaluer dans la grille d'entretien de narration. Vous y trouverez également des exemples de questions, ceci ayant pour but d'harmoniser les entretiens de narration dans les organismes de formation et d'évaluer une compétence. Petite particularité pour le TFP vendeur automobile et le TFP FMESR. Alors, FMESR, Agnès en a parlé. Nous ne sommes pas vraiment dans un entretien de narration classique. C'est un entretien par rapport à un mémoire. Et pour les vendeurs automobiles, il y a bien un jury. Alors, à chaque fois, c'est bien un jury. Hein, mais là, on est plus dans un entretien de vente. Donc, voilà, l'exercice est un peu différent pour ces deux certifications. Vous aurez également dans votre convocation un lien vers un motion design qui est à visionner. Donc, c'est une petite vidéo très courte qui présente de manière synthétique les essentiels du jury. Important également, vous aurez les dossiers des candidats qui seront à partager entre les 3 membres du jury. Alors, il n'y a pas de règle en vigueur. Toutefois, soit l'organisme de formation prépare un petit dossier, on va dire administratif papier, mais il n'y a aucune obligation. Pourquoi? Parce que vous, en tant que membre du jury, vous avez accès à SOFIA, accès à cette action de formation, et vous pouvez consulter la synthèse des résultats du candidat ainsi que les grilles entreprises. Donc, que vous ayez à disposition des documents papier ou pas, ce n'est pas grave, vous pouvez y avoir accès via SOFIA. Et ce que l'on vous demande, c'est justement de partager à chaque fois ces documents avec les autres membres du jury. Enfin, il vous faudra procéder à la désignation du président du jury. Je rappelle que le président du jury ne peut pas être le formateur, il doit être soit le représentant patronal, soit le représentant salarial. Si c'est un jury à 2, donc toujours le formateur, comme on l'a dit, et le représentant salarial et ou le représentant patronal, eh d'office, c'est celui qui est présent, le salarié ou le patronal, qui sera président du jury. Donc voilà, autant s'y mettre d'accord dessus. Alors, qu'est-ce que ça change? Le président du jury, comme dans tout PV, il doit y avoir un président de jury et il signera 2 fois au lieu d'une le PV à la fin. Il signera en sa qualité de représentant patronal ou salarial et en sa qualité de président du jury. Pour autant, il n'a pas de voix complémentaire, il n'a pas de pouvoir complémentaire. Et enfin, si ce n'est déjà fait, vous procéderez à l'aménagement de la salle, bien que bien souvent, l'organisme de formation a déjà veillé à tout ceci afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Vous êtes également le garant du référentiel. Qu'est-ce qu'on entend par là? Vous, en tant que déjà formateur, vous mettez en œuvre cette formation au sein de votre organisme de formation. Donc, vous êtes le membre du jury qui maîtrisez le mieux le référentiel de formation. Les représentants salariaux et patronaux, eux, vont devoir prendre du recul sur la pratique professionnelle. Ils ne manipulent pas, comme vous, des référentiels et des kits d'évaluation. Donc, c'est pour ça que vous avez vraiment un rôle d'harmonisation et de, s'il le faut, recentrer un petit peu sur le référentiel et sur ce qu'on attend du jury, c'est-à-dire évaluer par rapport aux compétences clés attendues de la certification présentée. Ils seront guidés alors, dans leur évaluation par le guide du jury, hein, on en a déjà parlé. Je vous invite à le lire vraiment avec soin parce que dedans, vous aurez beaucoup de réponses tant administratives que sur la posture et sur le contenu de l'entretien de narration. Et pareil pour la grille d'évaluation, hein, vous êtes guidé toujours par ce guide du jury, mais aussi par votre maîtrise du référentiel. Encore une fois, vous êtes celui qui maîtrisez le mieux le référentiel.
Alors, le rôle du formateur membre du jury. Alors, un petit rappel quand même, donc vous êtes le seul en fait à connaître Sophia par rapport aux trois membres du jury. Hein, le représentant patronal et le représentant salarial, eux, n'ont absolument pas accès à Sophia. Donc, c'est très important que pour vous, vous ayez un accès à Sophia. Hein. C'est vous qui dirigez, je dirais, un petit peu les affaires administratives. Donc, vous devez disposer le jour du jury d'une tablette ou d'un PC, d'un accès Wi-Fi, d'un accès à Sophia. Comme ça, vous pourrez saisir l'ENA et signer le PV d'examen. Alors, concernant l'accès Sophia, normalement, vous devez avoir un accès personnel. Si vous ne l'avez pas, vous devez absolument demander à votre direction un accès personnel à Sophia. Ne demandez pas, en tout cas au service examen, nous, on ne peut pas vous débloquer de connexion Sophia. C'est vraiment votre accès, c'est votre direction qui peut vous la donner. Alors, préalablement au jury, le formateur de l'action a la responsabilité de commenter et signer la fiche synthèse de résultats. La fiche synthèse de résultats, elle ne s'ouvrira que si tous les blocs ont bien été renseignés dans Sophia, que toutes les fiches ont été signées par le formateur évaluateur, par les candidats. Ensuite, donc, la fiche synthèse s'ouvre et là, le formateur de l'action doit absolument renseigner ces fiches synthèse, sinon les grilles de l'ENA ne s'ouvriront pas. Mais bon, ça, c'est côté formateur de l'action. Du côté du formateur membre du jury, vous avez la responsabilité de renseigner les grilles ENA en concertation, bien sûr, avec le représentant patronal et le représentant salarial. Vous devez argumenter précisément votre décision sur la grille de l'entretien de narration d'activité avec les commentaires. Et ensuite, vous devez signer le procès-verbal d'examen avec, bien sûr, le représentant patronal et le représentant salarial qui sont présents. Si jamais il manque un des représentants, ce n'est pas bloquant et surtout ne rien mettre dans la case du représentant qui est absent. Pas de point, pas d'absent, pas de zéro, rien du tout. Vous laissez la case vide, il n'y a pas aucun blocage par rapport à ça. Ensuite, le rôle du formateur membre du jury pour le garant administratif. Ensuite, on va parler des mentions. Donc, vous avez la possibilité d'attribuer une mention au candidat, soit félicitations, soit encouragement, donc selon sa prestation. Par contre, il y a un petit changement concernant la maintenance VL qui a été rénovée. Et donc, il y a des critères qui sont indispensables pour l'attribution des mentions félicitations pour ces certifications. Alors, il faut, en plus donc, de la prestation des candidats, que le candidat ait obtenu un niveau maîtrise sur l'ensemble des activités de la grille de parcours du stagiaire en entreprise en lien avec les compétences clés de la certification et pour lesquelles il a pu être évalué. Et également, le candidat a obtenu un acquis aux critères transverses de la certification, donc avec hygiène, environnement et efficacité. Alors, ce n'est pas une obligation, hein, bien sûr, hein, de donner une mention, mais voilà, ça peut être une chose que vous pouvez faire. Ensuite, donc, vous pouvez également, en cas de refus de la certification visée, attribuer la certification d'échelon inférieur. Alors là, pour le coup, vous pouvez vous référer au guide du jury que vous recevez lors de votre convocation. On le précise, hein, l'échelon inférieur. Par exemple, là, vous avez le MA. S'il échoue au MA, il faut absolument qu'il ait acquis les 2 blocs du MMA si vous souhaitez lui donner le niveau MMA. Mais s'il lui manque un des 2 blocs de compétences, il ne peut pas avoir l'échelon inférieur. Vous devez absolument recevoir individuellement les candidats refusés avant l'annonce des résultats pour lui expliquer votre décision et éventuellement lui proposer une réinscription. Et il y a une fiche donc, de réinscription qui est accessible via Sophia. Alors,
La remise des attestations d'obtention de blocs de compétences. Alors, chaque candidat pour lequel il n'y a pas eu de certification validée doit recevoir une attestation d'obtention de bloc de compétences. Alors, que le candidat soit en abandon, que le candidat soit refusé avant jury ou que le candidat ait été refusé par le jury. Alors, en cas d'abandon ou de candidat refusé avant jury, là, c'est l'organisme de formation qui lui donnera donc ces attestations de bloc de compétences, puisque vous ne les verrez pas. Par contre, le candidat qui est refusé au jury, là, c'est vous qui pourrez lui donner cette attestation d'obtention de bloc de compétences et elle est accessible via SOFIA. Maintenant, nous allons voir ce qu'il est nécessaire de faire afin d'assurer la bonne conformité de l'examen. Alors, pour que l'examen soit conforme, encore une fois, c'est un examen. L'ANFA est certificateur pour la branche des services de l'automobile. De ce fait, dépose ses certifications à France Compétences et au même titre que tout certificateur, nous devons établir des PV en bonne et due forme et comme le souhaite France Compétences. Donc, nous avons des contraintes et qui sont retranscrites dans SOFIA pour pouvoir assurer cette conformité. Toutefois, il faut aussi qu'il se déroule comme dit dans le référentiel de certification et dans le guide du jury. Alors, entre autres, aucun support PowerPoint n'est autorisé durant l'entretien de narration. Seules les notes personnelles du candidat sont autorisées pour les parties 1 et 3 de l'entretien de narration. La partie 1 et 3, elle est explicitée dans le guide du jury. Il s'agit de début de l'entretien où le candidat fait une présentation de son parcours professionnel et la fin de l'entretien, qui est le questionnement à la fin du jury sur le parcours de formation du candidat et éventuellement sur son projet professionnel. Entre ces deux parties, la partie principale, celle où vous questionnez pour juger de l'obtention des compétences clés, aucun support n'est autorisé. Il faut vous assurer au préalable, même si on le fait aussi, mais on n'a pas toujours tous les éléments, que les membres du jury ne connaissent pas les candidats. Donc vous recevez avec votre convocation, mais vous, tous les membres du jury, le planning d'examen. Donc il convient bien évidemment d'en prendre connaissance et de s'assurer que vous ne connaissez pas les candidats. Donc le formateur, généralement, il n'y a pas de souci du fait que les échanges intercentres sont faits pour vous changer d'organisme de formation. Il se pourrait qu'un représentant patronal, même si l'organisme de formation y veille, bien évidemment, nous le proposons, mais parfois on a des surprises pas très agréables et on est alerté avant le jury et il faut trouver un autre membre du jury parce que là, c'est une non-conformité. La délibération du jury s'effectue à huis clos, ce qui veut dire que, hormis vous, membres du jury, 2 ou 3, éventuellement un observateur de l'ANFA, car nous avons le droit de pouvoir participer au jury en qualité d'observateur uniquement. En aucun cas, une autre personne doit assister à l'entretien de narration et ou aux délibérations des membres du jury, y compris le formateur du groupe, que vous êtes aussi, quand vous êtes dans votre organisme de formation. Vous ne devez pas assister aux entretiens de narration de votre groupe quand c'est votre jury de votre organisme de formation. Même si d'aventure, il y avait un membre du jury qui vous dirait oui, eh bien non, surtout ne rentrez pas dans la salle parce que pour moi, ça peut être un cas de non-conformité et faire annuler les décisions du jury parce que l'on pourrait considérer que ça influence le jury. En tant que formateur de la session, vous remplissez les grilles synthèse de votre groupe, donc c'est là qu'il s'agit de s'exprimer si vous en avez le souhait sur votre candidat. Enfin, le souhait. Il y a la grille synthèse et les choses à dire sont à ce niveau-là, pas le jour du jury. La grille d'évaluation de l'entretien de narration doit être renseignée par les 3 membres du jury uniquement. Ça veut dire que personne n'y prend part. On en revient toujours à cette délibération et à huis clos. Et il n'y a pas non plus de secrétaire de l'organisme de formation qui viendrait rendre service et ou un membre de l'équipe pédagogique pour saisir les entretiens de narration. Non, là, c'est bien vous, formateur, membre du jury, qui avait l'accès à SOFIA, qui renseignait les grilles, mais renseignait d'un commun accord, bien évidemment, entre tous les membres du jury. Le procès verbal d'examen doit être signé exclusivement par les membres du jury à chaque journée de jury. Donc, ce n'est pas un secrétaire qui le saisit, encore une fois, extérieur au jury.
Il ne faut surtout pas apposer d'initiales. Il ne faut pas mettre de croix pour un représentant absent. Il ne faut pas mettre de point, comme vous l'a déjà dit Agnès. Pourquoi je me permets d'insister? Parce que ça veut dire que le PV est non conforme. Pour que vous compreniez bien les impacts que cela peut avoir, les PV sont déposés, ce que vous ne voyez pas, mais c'est ce que nous faisons, nous, derrière, en tant que certificateurs, sont déposés dans 2 endroits différents et par 2 services. Par le mien, auprès de la Caisse des dépôts, afin d'alimenter le CPF de chaque candidat, mais également par le service ingénierie des certifications auprès de France Compétences, qui a droit de regard, bien évidemment, et de contrôle tant sur vous, organisme de formation, que sur nous, certificateurs. Donc, si les PV ne sont pas conformes, très clairement, ça peut remettre en cause la décision du jury. Et s'il y avait des mauvais élèves dans les certificateurs, à terme, ça pourrait avoir un impact fort sur une certification jusqu'à voir son retrait du RNCP. Donc, on n'en est pas là, bien évidemment. Mais il y a probablement des mauvais élèves parce que je crus comprendre que France Compétences faisait quand même quelques courriers. Donc, nous ne sommes pas concernés et je souhaite bien que ça continue ainsi. Donc, je vous demande la plus grande vigilance à ce niveau-là. Et aussi pour la simple et bonne raison qu'une fois que vous avez fermé la porte, fermé votre ordinateur et que vous êtes tous repartis, s'il y avait un PV non conforme, il nous est très difficile de le régulariser. Autant vous, vous avez accès à SOFIA, on peut faire en sorte que vous accédiez au PV. Autant un représentant salarial, un représentant patronal, ça devient très compliqué. Et pour ceux qui ont régularisé des PV, ça devient vraiment voilà, une grosse galère. Donc, je vous invite vraiment à la plus grande prudence sur ces PV. Et il vous est demandé également de les signer chaque jour. Pourquoi? Parce que malheureusement, ça nous est arrivé, un membre du jury peut tomber malade dans la nuit. Hein, donc, c'est du vécu, ça nous est arrivé. Donc forcément, demain, c'est plus lui. N'oubliez pas, s'il n'a pas signé, c'est pas possible. Voilà, on se retrouve encore avec une non-conformité. Mais il peut y avoir également un changement. Le lendemain, vous pouvez avoir un représentant patronal et ou salarial différent. Ce n'est pas les membres de la 2e journée qui sont autorisés à signer le PV de la veille. Pourquoi? Parce que leur signature va s'incrémenter également sur tous les entretiens de narration. Et là aussi, c'est une non-conformité. Ils n'étaient pas présents, ils ne peuvent pas signer un PV d'examen. Donc, vigilance, vraiment, j'insiste, mais vigilance sur les PV. Vous devez, membres du jury, remettre les certificats aux candidats qui sont admis. Généralement, il y a toujours l'organisme de formation qui prévoit un petit temps de remise des parchemins. Et vous laissez à disposition de l'organisme de formation qui accueille les parchemins des candidats qui n'ont pas été reçus et ou qui ne se seraient pas présentés à l'entretien de narration, ça arrive également, afin qu'ils nous les retournent pour destruction donc à la NFA. Et enfin, et c'est toujours le cas, il faut adopter une posture neutre, bienveillante et objective durant tout le jury. Alors, je vais vous parler de quelques petits cas concrets, hein, trois cas concrets qu'on retrouve assez régulièrement. Alors, le premier, alors que faire quand le représentant salarial ou le représentant patronal est absent? Donc, on en a parlé tout à l'heure. On vous déroulez le jury classiquement, il n'y a pas de souci. Et donc, il faut bien qu'il y ait deux quand même représentants, soit le salarial, soit le patronal. Et donc, l'absence de signature dans SOFIA n'est pas bloquante. Donc, comme on vous l'a répété, surtout, vous ne mettez rien dans la case du représentant qui est absent. Ni croix, ni point, ni rien du tout. Ensuite, le deuxième cas, que faire quand un candidat ne se présente pas à l'entretien de narration d'activité? Alors, ça peut être le matin même. Alors, vous n'indiquez pas refuser. Ça, par contre, vous pouvez le retirer du planning, enfin, vous devez même le retirer du planning. Et là, pour le coup, vous avez accès au planning via SOFIA. Vous cliquez sur le nom du candidat, puis sur la petite flèche rouge, et il va repartir du coup dans le côté gauche du tableau. Et sinon, si vous le laissez, ce sera bloquant et vous ne pourrez pas signer le PV, puisqu'il n'aura pas passé d'entretien de narration d'activité. Et ensuite, le troisième cas, comment attribuer la certification d'échelon inférieur? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, bien vérifier que le candidat a bien validé l'ensemble des blocs de compétences de la certification d'échelon inférieur. Donc, vous pouvez vous référer au guide du jury.
Ce n'est pas automatique, vous n'êtes pas obligé de lui donner cet échelon inférieur. Il faut que tous les membres du jury valident la décision ensemble, hein, ce n'est pas un lot de consolation. Et par contre, on vous demande de bien l'indiquer sur le PV et sur la grille ENA, puisque en fait, au vu du PV d'examen et de la grille ENA que nous pourrons lui imprimer le certificat, le diplôme, et que nous pourrons ensuite lui envoyer à réception donc du PV. Si ce n'est pas indiqué sur le PV ou sur la grille ENA, rien ne prouve que le jury a délivré ce niveau inférieur et du coup, le candidat n'aura pas son diplôme. Voilà. Muriel, c'est à toi. Oui, donc il y a toujours un petit décalage entre le moment où je Oui. clique et le moment où ça apparaît chez vous. On va rebalayer un petit peu les ressources qui sont mises à votre disposition. Donc, on en a parlé tout au long du webinaire. Donc, il y a la charte d'organisation des examens qu'on appelle communément dans le langage échange intercentre, c'est bien le même document, qui vous est envoyé en début d'année à chaque organisme de formation en fonction des certifications que vous déployez. Vous pouvez également la retrouver dans SOFIA, dans votre session. Elle fait partie des documents qui sont en permanence dans SOFIA et actualisés chaque année, bien évidemment, par rapport à votre session. Le guide du jury que vous recevez avec les convocations, mais qui est également dans SOFIA. Donc, vous pouvez le consulter si vous avez un doute sur le déroulé du jury, vous pouvez le consulter bien en amont. Et au-delà, il y a quelques astuces, encore une fois, administratives qui sont bonnes à prendre. Vous avez également le guide SOFIA téléchargeable dans SOFIA. Alors là, on parle plus de comment se servir de SOFIA pour la partie examen, avec beaucoup de capture écran. Et là, ce guide SOFIA, moi j'appelle ça le guide administratif, tout simplement parce qu'il va du début de l'ouverture d'action jusqu'au jury. Et il détaille étape par étape ce que vous devez faire dans SOFIA pour préparer le jury d'examen. Donc, il est téléchargeable pareil. Vous ouvrez votre session en tant que formateur, votre session habituelle, hein, voilà, par rapport à votre action, et vous pouvez retrouver ce guide SOFIA. Je vous invite à le consulter. Là aussi, mine de rien, c'est une mine, voilà, une mine d'informations, et ça vous permet de bien renseigner surtout le statut des candidats. Et on note souvent des confusions entre refusé avant jury, abandon, voilà, et des positions à ne pas prendre à la légère, parce que derrière nous, il y a un impact, et pour le candidat, fort sur une éventuelle réinscription. Le motion design que vous recevez avec les convocations, on en a parlé. Vous avez également en vue de la préparation des échanges de mails avec le service examen. Vous retrouverez votre contact au service examen qui est indiqué sur l'onglet PV Jury. Alors, quand vous avez la casquette formateur d'une session, ben, vous avez déjà un contact, mais le service examen qui est affiché, mais là, c'est pour la session pour laquelle vous êtes formateur. Et le jour du jury, vous retrouverez les coordonnées de ma collègue qui est en charge de cette action sur l'onglet PV Jury. Il ne faudra pas hésiter, bien évidemment, à la contacter si vous rencontriez le moindre problème, un bug social, une question, voilà, d'où l'importance d'avoir ces coordonnées accessibles rapidement. Et enfin, il y a la formation jury que vous retrouvez sur le catalogue F2F, qui est participer à un jury d'examen et conduire un entretien de narration d'activité. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà faite. C'est une formation qui dure 1 jour et demi, avec une demi-journée, enfin bon, quelques heures dans la matinée généralement, en distanciel, et qui touche plus la partie administrative sur l'entretien de narration et sur le jury. Et une journée en présentiel qui est animée par le cabinet ITAC, hein, même la demi-journée, et qui portera cette fois-ci plus sur l'entretien de narration en lui-même et la posture du formateur. Cette formation est ouverte aux 3 catégories, 3 membres de jury, donc vous, formateur, représentant salarial et patronal. Et donc, même s'il est un peu difficile d'avoir la participation des 2 autres membres du jury de cette catégorie, on arrive à chaque fois, quasiment à toutes les sessions, à mixer, enfin rarement, oui, on a eu parfois que des formateurs, mais à mixer un petit peu les catégories. Et c'est très enrichissant. On a toujours de très bons retours, tant sur le contenu de la formation que sur justement ce croisement des regards en amont. Donc voilà, si vous êtes intéressé ou si c'est vos premiers jurys, et même pour les gens qui ont fait des jurys, on a eu des très bons retours qui pensaient voilà, tout connaître, et puis finalement qui s'en sont revenus vraiment, vraiment enchantés.
Voilà donc pour les ressources qui sont mises à votre disposition. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais n'oubliez pas que l'équipe examen se tient à votre disposition. Vous pouvez trouver les coordonnées de la collègue en charge de l'action sur Sophia. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. On a des gens qui nous contactent également aussi, des formateurs en amont, parce que voilà, ils préparent leur jury, puis ils ont des questions. Vous pouvez en avoir même le jour du jury, hein, même ça peut arriver, un problème avec Sophia. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi une adresse générique examen que vous devez connaître pour certains, hein, voilà, au cas où la personne en charge de l'action serait indisponible ou en réunion, ou ça, voilà, ça nous arrive aussi d'être prise. Mais généralement, ça se passe toujours bien parce que au pire, vous appelez celle que vous connaissez et qui est en charge de votre action. Et bon, voilà, on arrive toujours à avoir quelqu'un au bout du fil et à vous dépanner. Donc on va, si vous le voulez bien, donc procéder au temps d'échange. Donc je vais arrêter le partage de mon écran, remettre ma caméra, ça sera plus sympathique de vous voir. On va vous redonner les micros et s'il le faut, on reviendra sur le PPT, bien évidemment. Agnès, je te laisse voir si tu peux redonner les micros aux participants. Et Normalement, c'est bon. Je vous invite, si vous avez des questions, à lever la main, entre guillemets, et à nous poser vos questions, hein, qu'elles soient relatives au webinaire ou du domaine de compétences du service examen, bien évidemment. Passe le message, effectivement, le F2F, la formation au jury, effectivement, prenez contact avec votre responsable territorial, hein, parce que c'est bien par eux que ça passe. Les demandes d'inscription, et puis vous pourrons vous en dire plus aussi sur la formation. Ben, je vous vois bien calme. Alors, c'était très calme aussi lundi, mais lundi, on a mis ça sur l'excuse on rentrait tous d'un long week-end. Donc, on s'est dit, bon, ils sont tous calmes. Nous avons une question. Pouvez-vous nous parler des attentes en compétences du co-player pour les entretiens de vente? Alors, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l'entretien de vente et son déroulé, moi, je vous invite, alors bon, il y a le kit d'évaluation, mais il y a des réunions de domaine qui sont animées annuellement, et d'ailleurs, je crois qu'on est dans la prog, alors c'est pas mon service, hein, attention, hein, là, ça dépend pas de mes compétences, mais de celle du service ingénierie des certifications, et le contenu leur appartient. Et cette réunion animée par Christine Madio est faite avec tous les organismes de formation. Donc, je vous invite à vous rapprocher éventuellement de la personne de votre OF qui était présente à cette réunion de domaine et où, via cette personne-là, à poser les questions qui vous manqueraient sur l'entretien de vente à Christine Madio du service ingénierie des certifications, parce que là, c'est vraiment dans leur domaine de compétences. Alors, je vois que les micros, ça n'a pas l'air de bien marcher. Ah, si, je vois, parce que je vois des... Agnès, je te laisse redonner les micros, parce que je vois qu'il y a aussi des questions dans le fil En de fait, il faut que chacun clique sur son micro et il peut rouvrir. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. J'ai une demande, ce qui est un cas concret qui m'est arrivé en fait, parce que tout à l'heure vous disiez aucune tierce personne dans les membres du jury, Oui. où je me suis retrouvé en fait confronté à un apprenant qui avait toutes les aides possibles et inimaginables qu'il pouvait avoir. Oui. Parce qu'il était autiste et bon, tout ce qui va. Et en fait, il était suivi aussi par un service extérieur au CFA. Et le jour du jury, alors ça remonte à 2-3 ans en arrière, hein, donc, mais savoir si on pouvait reproduire dans le cas où ça pouvait arriver. En fait, la personne venait là juste pour être rassurant, aucun lien avec l'automobile, hein, aucun lien avec le métier, mais par contre avait demandé à être dans la salle. Alors, attention, là, on parle de notification d'aménagement des épreuves d'examen. Alors, pour le coup, c'est mon service qui est concerné, hein, ça arrive chez nous et c'est nous qui les délivrons. Alors, effectivement, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais le cas peut se produire. Alors, c'est assez rare, enfin, tout dépend des aménagements, hein. Disons que prenons le cas au hasard où le candidat aurait besoin, et j'ai eu le cas hein, de candidats qui ont des difficultés. Je cherche mes mots, justement, de parole, enfin des sourds et malentendants, donc ils ont besoin d'un interprète en langage des signes. Voilà, je vais arriver à le dire correctement. Donc oui,
il a été autorisé, donc là c'est tout à fait normal, et c'est stipulé sur une notification que cette personne soit accompagnée de cet interprète qui vient pour le coup de l'extérieur, parce que bon, vous doutez bien que tout le monde n'est pas compétent pour être interprète en langage des signes. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment notifié par la NFA, clair, précis, et s'il y a des aménagements pour les épreuves orales, le jury étant une épreuve orale, et qu'il y a la notification qui fait foi, il n'y a aucun souci là-dessus pour voir une personne dans le jury. Ça veut Toutefois, dire que attention, il ne faut pas qu'il y ait d'excès, c'est-à-dire que des gens, si ce n'est pas marqué sur la notification, ce n'est pas marqué sur la notification. Et la notification, alors avant, dans la note, elle devait être présentée au jury. Dorénavant, à l'aide d'un développement SOFIA que nous avons depuis peu, hein, par contre, hein, voilà, nous l'avons depuis un mois ou deux, vous, en tant que membre du jury, vous avez accès à la notification des aménagements accordés aux candidats. Donc, si d'aventure vous aviez un doute dorénavant, vous pourrez accéder par l'onglet PV Jury, le formateur, à la notification du candidat. Vous pouvez la voir. Donc là, vous voyez bien s'il y a un aménagement pour l'oral et qu'est-ce qu'il comporte, s'il y a la présence d'un assistant pour reformulation des consignes, ça peut exister. S'il y a un tiers temps d'accordé pour les épreuves orales, alors là, pour le coup, normalement, c'est déjà dans le planning, hein, donc vous êtes forcément au courant, hein, parce qu'il y a un tiers temps en plus. Hein. Mais voilà, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'être suivi et la personne vient si elle n'y est pas autorisée. C'est transcrit sur une notification d'aménagement qui émane de la NFA. Donc, c'est bien noté dans la mesure d'aménagement que vous nous renvoyez, Tout en à fait, fait. si une personne peut intervenir, peut participer aux membres du jury. Si ce n'est pas écrit, on refuse. Exactement. Et si vous avez un doute, vous appelez, n'hésitez pas. Hein, vous appelez, hein. Justement, Voilà, je suis en train de regarder. Je profite que vous soyez là parce que je regarde là, mes candidats. Vous avez tout à fait raison. Et j'ai un jeune qui a un tiers-temps. Par contre, vous êtes en train de le mettre en œuvre, ça. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas tous les tiers-temps qui soient encore enregistrés. Oui, alors attention, le tiers-temps de choses. Là, c'est les notifications qui sont établies là depuis un petit mois, je crois, voilà, un petit mois seulement, qui sont dedans. Toutes celles qui ont été éditées avant, vous ne les retrouverez pas dans SOFIA. Hein. Non, En mais, revanche, par contre, celles qui sont en cours, en cours d'année, là, actuelle, non, vous ne vous pouvez pas avez les les retrouver. saisies. Non, on ne peut pas les saisir. C'est un développement qui génère automatiquement les notifications en vue de ce qui rentre. Donc, seules celles qui ont été signées depuis, on va dire, début mai, voilà, je vous dis début mai parce que je ne sais plus la date du dev en tête, mais seules celles-ci, par rapport à cette date de signature, sont dans SOFIA. Les autres, vous ne les retrouverez pas dedans. On ne peut pas les insérer. En revanche, l'organisme de formation, là, Oui, on les et dans connaît. dans la note, donc, alors vous arrivez dans l'OF, forcément, vous ne savez pas, mais il y a toujours l'équipe pédagogique, généralement, qui n'est pas bien loin et qui est en mesure de vous justifier les aménagements. Et et toujours, moi, dans la note de cadrage général, il est demandé au candidat d'être en mesure d'apporter sa notification lors des épreuves. Bon, Ok, alors après, on sait merci. comment sont nos candidats, c'est comme avec l'éducation nationale, ils ont beau l'avoir via Cyclades, il n'y en a pas un qui l'amène le jour J, y compris leur convocation. Donc voilà, c'est pour ça que c'est doublé. Et le candidat là, également son organisme de formation. Mais effectivement, vous vous référez exactement à ce qu'il y a sur la notification, parce que moi, je prends soin de bien détailler et de bien spécifier les choses. Hein. S'il doit y avoir quelqu'un en plus, c'est un assistant lecteur, et puis c'est marqué pour les épreuves orales, donc encore une fois, le jury en est une, mais tout est clairement marqué dessus. Si vous avez un doute, n'hésitez pas, vous appelez, on regarde dans le dossier, on vous confirme ou pas. Voilà. Si vous avez le moindre doute, il ne faut pas hésiter. Merci, madame. Je vous en prie. Alors, il y a Monsieur Tullier qui veut intervenir. Il faut ouvrir votre micro, Monsieur Tullier. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Alors, j'ai deux questions. Première question, c'est est-ce que le PowerPoint, on peut l'avoir par mail? Est-ce que ça peut nous permettre d'avoir en fait un petit rappel dans nos fichiers de tout ce que vous avez mentionné? On n'est pas très friand pour diffuser le PowerPoint pour la simple bonne raison que ce n'est pas un document officiel. En revanche, comme nous l'avons fait l'année dernière, à la fin de la série de webinaires, donc il nous en restera un à faire, donc fin mai, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on voit notre service communication qui, parce que globalement on dit la même chose, hein, là on est peut-être même un peu plus bavard sur celui-ci. Nous choisissons l'un des quatre où on a été les plus bavardes et les plus explicites dans les questions, et vous l'avez en replay.
tous ceux qui ont participé vont recevoir un lien. Vous avez un replay vers. Donc, vous verrez, vous ne l'aurez pas sur votre lecteur, mais vous verrez le PPT. Ok. Alors, deuxième question, par contre un peu plus dans le sujet. Ça devient rare d'avoir des jurys salariales lors Oui. des ENA en fait, de TEAVA. Donc, j'aurais voulu avoir des précisions, si possible, sur le pourquoi. Et alors là, c'est une question ouverte, hein, je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais est-ce que c'est pas possible d'en proposer comme lorsqu'on propose un jury patronal? Alors, je vais vous expliquer le process, comme ça répondra à vos questions. L'organisme de formation est en charge de nous proposer un représentant patronal, qui généralement est en local de son réseau. L'ANFA positionne le représentant salarial, en l'occurrence moi. Pour vous la faire courte, comment on fonctionne? Le représentant salarial doit être affilié à l'un des 5 syndicats représentatifs de la CPN, donc il doit être adhérent. J'ai, moi, dans ces 5 syndicats, un correspondant qui est en charge, entre autres, de me proposer des jurys salariaux, de les recruter et de me les proposer sur les jurys. Se rajoutent à tout ça des conditions, bien évidemment, signées par les partenaires sociaux de positionnement des représentants salariés. C'est-à-dire que je dois obéir à certaines règles, être du métier, obligatoire pour certaines certifications, être géographiquement proche. Enfin, voilà, j'ai plein de clauses en plus appliquées. Donc, une fois qu'on a mis ça bout à bout, que l'on a de plus en plus de jurys, il devient effectivement difficile au vu du volume, hein, de représentants salariaux, de pouvoir être présent sur tous les fronts. Donc c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui a fait l'objet de l'organisation d'un GT avec les partenaires sociaux il y a plus d'1 an, qui a abouti à la signature d'un document en conseil de gestion pour essayer de fluidifier tout ça. Et nous œuvrons, nous aussi, en parallèle pour ce que j'appelle le recrutement. Eux aussi, bien évidemment, on a mis en place différents moyens, on a fait des flyers, là on va faire une petite campagne voilà, aussi pour aider. Aux organismes de formation, via vos responsables territoriaux, a dû être envoyé un flyer, mais plus à destination du recrutement pour vous aider aux représentants patronaux. Mais oui, effectivement, vous n'avez pas tort, nous avons du mal à proposer des représentants salariaux. Je ne peux pas les désigner. Voilà, c'est sur proposition de ces syndicats et moi, après, j'applique les règles que je dois respecter, qui sont signées, pour pouvoir en positionner un. Donc, les efforts sont faits de tous les côtés, mais voilà. Et vous disiez, est-ce qu'on peut en proposer? Oui, non, on a des gens qui s'adressent à nous, des OF, directement des salariés. Nous avons l'obligation de les renvoyer vers leur syndicat. Et s'ils ne sont pas affiliés, vous l'avez bien compris, il faut qu'ils choisissent un syndicat, qu'ils en soient membres, pour pouvoir être membre du jury. Donc, si vous avez un collègue salarié, enfin un collègue, voilà, une connaissance salariée qui serait intéressée, bien évidemment que nous aussi nous serions intéressés, mais voilà, s'il n'est pas syndiqué, ça ne va pas être possible. Et encore une fois, nous on prend bien toutes les bonnes volontés, mais dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on le renvoie vers son syndicat, et c'est auprès de cette personne qui se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelques documents à renseigner, notamment ce qu'on appelle une fiche d'identification. Je suis désolée, je suis un peu longue, mais comme ça vous comprenez le process, où son syndicat s'assure des compétences de cette personne par rapport à son métier avant de le positionner, parce que vous l'avez compris, normalement, le salarial est positionné par rapport à son domaine de compétences sur un jury. Voilà, donc j'étais Oui. un peu long, mais j'espère que ça vous a un peu éclairé sur le pourquoi du comment ça arrive en fin de bout, on a un jury complet ou pas, quoi. Ok, oui, non, vous avez répondu à ma question. La seule éventualité, c'est parce que lorsqu'on sélectionne ou on vous propose un jury patronal, on sait à quelle organisation patronale il doit être affilié. Par contre, pour le jury salarial, du coup, on ne sait pas. Vous nous en avez parlé de 5, mais Oui, alors, lesquels? Ça, c'est... oui, alors c'est parce que, je crois que l'organisation patronale doit être marquée dans le kit du jury, mais peut-être pas le salarié parce que c'est pas impliqué. Alors, c'est pas un secret d'État. Vous allez sur le site de la NFA, vous verrez la composition de notre conseil de gestion, ou alors sur la CPN, hein, de l'automobile. Il s'agit des syndicats donc adhérents. Donc, il y a CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT et FO. Et de le côté employeur, on a Mobiliance, U2M, FNA.
Donc voilà, encore une fois, c'est paritaire, hein, la branche du service de l'automobile, et ce paritarisme se décline au travers aussi, nous, de notre gestion à la NFA, de notre présidence et vice-présidence, et y compris dans les jurys. Donc voilà ces fameux cinq syndicats, hein, qui sont, voilà, qui sont même mis sur notre site, hein, à la NFA. D'accord, merci pour votre retour. Je vous en prie. Et main levée, parce qu'en même temps, on suit le fil de conversation. Donc tout à l'heure, j'ai vu une main levée 2 fois. Oui, c'était Madame Noroy, mais elle a mis une question dans le fil de conversation qui me concernait plus personnellement. Ah bon, Et bah du coup, voilà, ça y est, donc je si lui ai t'as répondu, répondu. c'est parfait. Ouais, j'ai répondu, Oui, c'est bonjour bon. à tous. Christine Leroy, je suis donc Bonjour. formatrice et plutôt pour le CQP RUES qui est le FMESR. Donc, c'est les formations professionnelles pour l'auto-école. Et oui, j'avais une question par rapport à ce jury final où nous, il y a un mémoire que le candidat présente avec un diaporama. Et en qualité de centre de formation, on doit envoyer les mémoires de nos candidats 1 mois avant le jury. Et après, quand on est nous-mêmes évaluateurs, jury, on reçoit les mémoires des candidats pour lecture avant les examens. Et donc, voilà, la question pour Madame Gibault, c'était de savoir, est-ce qu'il y avait un délai? Est-ce que on nous les envoie plusieurs temps avant? Parce que j'ai vu plusieurs dates. Et c'était juste pour lui poser la question, savoir si c'était normé ou pas. Alors, on essaye de faire au plus vite. Voilà. C'est-à-dire que dès que Nilufer me donne le feu vert, puisqu'elle passe, vous savez, à la moulinette, si je puis dire, Oui, pour bien voir sûr. s'il y a pas de copyright, etc. Donc, du coup, voilà, il faut que Nilufer me donne le feu vert et dès que j'ai son feu vert, je le transmets aux membres du jury. Donc là, je vais la relancer, mais je pense que je ne devrais pas trop tarder à vous les envoyer. Très bien. Merci, c'était juste ça. Merci beaucoup. Pas de souci, bonne journée. Alors, peut-on revenir sur l'obtention des félicitations ou des encouragements, les conditions? Alors oui, on peut revenir dessus. Vous trouverez, alors parce que voilà, nous, service examen et les responsables territoriaux, nous déplaçons très régulièrement sur les jurys. On fait un petit peu de pédagogie, rappel auprès des membres du jury. Vous trouverez dans le guide du jury la définition, si je peux l'appeler comme ça, de ce qu'on attend pour les encouragements et de ce qu'on attend pour les félicitations. Alors là, je n'ai pas un guide du jury sous les yeux, mais l'esprit, c'est quoi? Quand vous évaluez et que le candidat a les compétences clés de la certification, parce que c'est ce qu'on vous demande, voilà, est-ce qu'il a les compétences clés et que vous jugez qu'il les a, la certification, vous lui donnez. Pour autant, vous avez des candidats qui sont au-delà dans leur entretien des attentes. Donc là, c'est normé, il y a quelques points qui sont listés. Je vous dis, honnêtement, je ne les connais pas par cœur, il faudrait que j'ai un guide du jury sous les yeux. Et s'il coche ces items, alors pas un par un, mais voilà, si vous voyez que c'est dans l'esprit des items d'encouragement, vous pouvez attribuer la mention encouragement. Mais ça, c'est vous qui en décidez, membre du jury. Ce n'est pas une histoire de barème, ça, c'est juste, voilà, les attentes, il y a les compétences clés, et après, on va aller voir s'il y a de l'au-delà. Et encore au-dessus d'encouragement, vous avez les félicitations. Alors là, bon, c'est quand même high level, hein. Voilà. Et vous pouvez donc attribuer les félicitations. Donc moi, je vous invite à bien lire les définitions. Pourquoi? Parce que nous avons tous ce biais humain où nous faisons tous référence à notre propre parcours ou ceux de nos gosses dans l'éducation nationale. Et l'habitude des bulletins de notes où on voit marqué encouragement qui concerne le bon petit jeune qui a eu 10, qui a fait des efforts et qui est pas loin de pouvoir progresser pour avoir son petit 11. Donc, c'est ce qu'on appelle les encouragements dans l'éducation nationale. Alors, ce n'est pas du tout le cas dans la branche. Nous, quelqu'un qui a la mention encouragement, il est au-delà déjà de ce qui est attendu de la certification. Donc, c'est pour ça que n'hésitez pas à vous reporter au guide du jury parce que c'est mieux décrit. Et comme on vous l'a présenté, attention cette année avec les changements de référentiel dans le domaine de la maintenance VL. Donc, c'est marqué aussi sur le guide du jury, hein, soyez rassurés pour ceux qui seront membres du jury. Les petites clauses que vous avez vues en bleu sont ajoutées pour ces certifications. Donc, il vous faudra, membre du jury, et vous, formateurs qui avez accès à Sophia, retournez voir dans la fiche entreprise du candidat s'il a eu, alors on les a détaillés, les maîtrises dans tel et tel critère. Il vous faudra aussi revenir sur les évals du candidat pour voir s'il a bien acquis tout ce qui est PSE. Transperce, ouais, c'est ça. Voilà, donc pour le coup, ça va vous donner un petit peu plus de travail. Si vous voulez attribuer les félicitations, il y aura les conditions et
celle en bleu, les nouveautés, où il faudra revenir sur le dossier pour vous assurer qu'ils cochent bien tous les critères pour pouvoir leur attribuer les félicitations à ces candidats. Et je me répète, mais c'est juste pour le domaine de la maintenance VL avec les nouveaux référentiels de 2024. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Impec. N'hésitez pas, hein, voilà, si vous avez des questions autres, hein, sur les examens, si c'est de notre domaine de compétences, on y répondra bien volontiers. C'est l'occasion, c'est ça qui est sympathique avec ces webinaires, c'est de pouvoir échanger avec vous sur vos problématiques au quotidien, aux questions. La question que nous avons concernant le titre TEAVA. Le candidat peut valider son titre sans avoir validé un ou plusieurs des blocs de compétences. Dans l'obtention sera obligatoire pour le niveau inférieur TAVA. Ce sujet remonte régulièrement. Oui, alors bon, là, les règles, c'est pas moi qui les écris, hein, ce sont les règles générales de certification. Et encore une fois, c'est dans chaque référentiel de certification, donc là, c'est le service d'ingénierie qui écrit ces règles plus particulières. Hein. Alors, pour rappel, il faut avoir 50% plus un des blocs pour être présenté au jury. Et oui, techniquement, un TEAVA ou autre certification qui aurait éventuellement une attribution de niveau inférieur, du moment que vous avez vos 50% plus 1 de blocs acquis, vous allez au jury et oui, vous pouvez vous retrouver avec la certification délivrée avec seulement 50% plus 1 des blocs acquis. Vous pouvez aussi vous retrouver refusé avec 100% des blocs acquis. C'est indépendant finalement de l'attribution de niveau inférieur. Pour les niveaux inférieurs, comme vous l'avez vu, c'est normé. Donc là, en revanche, on ne peut vous attribuer le tabac que si on a la certitude que vous avez eu, que le candidat a eu, pardon, tous les blocs du tabac. C'est inscrit comme ça et voilà, la règle, je l'applique, hein, enfin je l'applique, appliquons comme tout le monde, mais ça, c'est pas, voilà, c'est pas nous qui ont décidant. C'est pas tout à fait incohérent, voilà, il faut se mettre dans l'esprit, effectivement, d'avoir la certitude que le candidat, comme là, il a pas il y a pas beaucoup de certifications comme ça où on peut aller sur un niveau inférieur. Hein. Donc c'est pour ça que là, c'est bien normé, il faut vraiment avoir effectivement tous les blocs. Madame Norroy, vous avez... Oui, juste une. question C'est pas vraiment une question et ça va pas être long. C'est juste pour vous poser la question si un jour, éventuellement, il sera revu la possibilité que un candidat qui a échoué à un bloc pour une formation comme le TFP FMESR qui dure une année, un petit peu plus d'une année même, puisse repasser son bloc avant que le parcours complet soit terminé, parce que là, les candidats qui échouent à un bloc, souvent, ça porte le projet sur 2 ans, voire 2 ans et demi pour la réalisation. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être entendable ou pas du tout? Alors, ça fait partie des règles générales de certification et ce n'est pas d'actualité. Ok. Cette certification, comme toutes les autres, les candidats doivent avoir été évalués sur tous les blocs de compétences pour être présentés à un jury. Ils ne peuvent être réévalués en cours de formation. Donc, ce sont les règles générales de certification et à ma connaissance, elles n'ont pas évolué en sens où, enfin, vous l'exposez cette année. En tout cas, c'est Ok. Oui, oui, ça veut dire qu'il faut aussi que chaque candidat qui s'engage dans une formation comme celle-ci soit bien conscient que le parcours peut durer beaucoup plus longtemps que le parcours initial en cas où il faut repasser un bloc ou un autre ou 2 blocs et retrouver un jury final. Donc, c'est le cas pour toutes les certifications. Oui, oui, bien sûr. TVA, Mais c'était une question. TVA, voilà, effectivement, 14 mois et ou plus. Un candidat qui est refusé avant jury, c'est un peu ce que vous dites, hein, qui est refusé avant jury. On sait qu'on ne pourra pas le présenter au jury, il est obligé de dérouler toute la certification. Alors, toute la certification. Le bloc acquis est acquis. Hein. Pour pouvoir être inscrit, il est refusé jury, il faut qu'il soit évalué sur tous les blocs qu'il a eu au cours de la formation et seulement là, on peut le réinscrire. Et un TEAVA, pour ne citer que, parce que c'est une formation quand même assez longue aussi, et même les vendeurs automobiles sont repositionnés généralement l'année suivante dans leur organisme de formation, sur la session qui débute après. Hein. Donc effectivement, eux aussi, ça leur pousse le jury à 1 an après. Hein. Ok, très bien. Merci. T'en prie. N'étant pas d'autres questions, on a encore 5 minutes. Alors,
on va pas vous tenir plus qu'il n'en faut, mais voilà, parce que je sais que votre temps est précieux également. Y aurait-il encore une dernière question? Non, A priori, non. ça a l'air. Non. Eh bien, On voilà. sait qu'on a été très clair. Voilà. Et puis, l'effet fin de semaine a été, voilà, a été meilleur finalement que l'effet début de semaine où on était tous un petit peu, voilà, voilà, c'était très calme le lundi. Eh bien, s'il n'y a pas de nouvelles questions, moi, je vous remercie pour votre attention et d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous avez forcément un contact au service examen de par la session que vous animez. Donc, n'hésitez pas à vous reporter à cette personne-là. Vous avez également aussi vos responsables territoriaux, parce que je vois que David voilà, a bien participé aussi, auprès desquels, bien évidemment, vous avez l'habitude et vous pouvez aussi vous tourner pour des questions aussi examen ou eux reviendront vers nous ou vice-versa. Enfin, voilà, vous avez toujours un point de contact à NFA pour vous guider et répondre à vos questions. Donc, encore une fois, merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon week-end prolongé, du coup. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir. Merci.